Dossier 3. Hémoptysie chez une patiente originaire du Maghreb. Alors il s'agit d'une dame âgée de 65 ans, d'origine marocaine, donc là tout de suite, faut se dire tuberculose ou maladie infectieuse, qui est adressée aux urgences par son médecin traitant pour hémoptysie. Donc hémoptysie, c'est réflexe. Il faut savoir quantifier et il faut savoir si c'est bien toléré sur le plan respiratoire. Ensuite, on note dans ses antécédents un tabagisme actif à 80 paquets années. Toujours la même chose, il faudra penser à lui dire d'arrêter de fumer. Une coqueluche dans l'enfance. Donc coqueluche, ça peut laisser des séquelles à type de dilatation de bronche. Une primo-infection tuberculeuse. Donc là, il faut bien l'enregistrer que ça peut être toutes les causes d'hémoptysie associées à des antécédents de tuberculose. Une dyslipidémie et une péritonite appendiculaire. Donc Madame B dit présenter des crachats teintés de sang rouge depuis 3 jours. Donc teinté de sang rouge, ça veut dire plutôt faible abondance. Elle décrit en outre une toux fluctuante depuis 3 mois, donc tableau de toux chronique, contemporaine d'un amaigrissement, c'est-à-dire altération de l'état général. Première question, quantifier l'hémoptysie. Donc ça c'est très très important. L'hémoptysie, la première chose à faire, c'est quantifier. Ça conditionne la prise en charge thérapeutique. Il faut savoir que quand vous êtes inférieur à 50 ml par 24 heures, c'est faible abondance. Entre 50 et 200 ml par 24 heures, c'est moyenne abondance. Et supérieur à 200 ml, c'est grande abondance. Votre patient, là, c'est simplement quelques crachats teintés de sang, donc c'est une hémoptysie de faible abondance. Et quelle quantité fait un gobelet ? Alors un gobelet ou un verre, ça fait entre 120 ml et 150 ml. Et un haricot ? Un haricot ou un bol, on dit entre 300 et 400 ml. C'est très important parce que quand vous demandez aux gens combien vous avez craché, ils ne sont pas capables de vous répondre en millilitres. En revanche, ils sont capables de vous dire j'ai craché un demi-verre, j'ai craché un verre, j'ai craché un bol. Question numéro 2. Donc, la pathologie de cette patiente peut-elle être gérée en ambulatoire ou nécessite-t-elle une hospitalisation ? Donc, il faut retenir qu'une hémoptysie est systématiquement hospitalisée. Systématiquement hospitalisée parce que c'est très difficile de quantifier à l'interrogatoire l'abondance de l'hémoptysie. Il y a des patients qui surestiment énormément et d'autres patients qui sous-estiment énormément. Donc il vaut mieux garder les gens en observation pour voir de ses yeux exactement ce qu'ils crachent et combien ils crachent. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'une hémoptysie, ça peut très rapidement devenir extrêmement abondant et qu'il faut qu'on fasse un diagnostic rapide et étiologique pour savoir si ça peut être une forme grave d'hémoptysie ou pas. Donc quoi qu'il en soit, hémoptysie, il faut hospitaliser. Dans ce cas précis, en plus, la patiente est suspecte de tuberculose, donc elle doit être hospitalisée au minimum pour être isolée. Question numéro 3. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques et justifiées ? Donc ça, il faut dérouler. Donc hémoptysie, quelles sont les causes d'hémoptysie chez une patiente qui a des antécédents de tuberculose ? Donc première cause, c'est récidive de la tuberculose. Deuxième cause, c'est dilatation de bronche sur des séquelles de tuberculose. En plus, elle a une coqueluche, donc ça peut aussi donner des dilatations de bronche. Troisième cause, c'est une greffe aspergillaire sur des séquelles de tuberculose. Quatrième cause, une broncolithiase, c'est une petite adénopathie calcifiée qui érode une bronche et qui fait saigner. Et quatrième cause, le cancer sur cicatrice. Alors, ce d'autant qu'elle elle fume en plus. Et en faveur du cancer, il y a l'altération de l'état général. Mais ça, on peut le retrouver aussi dans la tuberculose. Et enfin, en dehors de ces causes-là, donc le cancer, la tuberculose, le DDB, la greffe aspergillaire, la broncolithiase, il faut systématiquement évoquer une embolie pulmonaire devant une hémoptysie de faible abondance. Question numéro 4. L'ANUM que vous avez demandé retrouve donc leucocyte 8600, c'est normal, hémoglobine à 8,3, donc une anémie, VGM à 69, CCMH à 29%, TCMH à 22%, un fer sérique à la limite inférieure de la normale et une ferritine élevée. Donc qu'en pensez-vous ? Donc il s'agit d'une anémie microcytaire hypochrome, probablement d'origine inflammatoire, avec le fer sérique bas et la ferritine élevée. Et il faut absolument, et donc dans ce contexte, effectivement, si elle a une tuberculose ou un cancer, elle a des raisons d'avoir une anémie inflammatoire. Elle a d'ailleurs une CRP un petit peu élevée. Mais il ne faut pas dire que c'est une anémie secondaire à l'hémoptysie. Ça, c'est des bêtises. Les hémoptysies n'entraînent des anémies que sur les formes d'hémorragie intra-alvéolaire chronique, ce qui est rarissime. Et donc, il ne faut pas dire, oui, la patiente, elle crache du sang, mais l'hémoglobine est normale, on s'en fiche. Les gens qui ont des hémoptysies,
abondantes, ils commencent par s'étouffer et ils sont jamais anémiés. Voilà, donc l'hémoptysie, il ne faut pas regarder l'hémoglobine, ça sert à rien, il faut regarder la tolérance respiratoire. Et si vous avez une anémie associée à une hémoptysie, c'est généralement dans un contexte inflammatoire. Alors on va passer à la question 5. Donc vous avez demandé l'examen suivant, qui s'affiche là. Et donc on vous le demande de vous l'interpréter. Alors, comme d'habitude, devant une iconographie, il faut d'abord dire ce qu'on voit. Donc il s'agit d'une radiographie pulmonaire de face, de bonne qualité, réalisée en inspiration. Comme vous pouvez le constater, on voit au niveau du lobe supérieur gauche ou de l'apex gauche une lésion, une opacité alvéolaire, nodulaire, avec une hypodensité à l'intérieur, ce qui correspond à un nodule excavé. Ce qui est très important aussi dans les iconographies et dans les radiographies pulmonaires, c'est les signes négatifs. Donc là, vous constatez qu'il n'y a pas de cardiomégalie, qu'il n'y a pas d'épanchement pleuraux et qu'il n'y a pas d'adénopathie. Donc au total, il s'agit d'une radiographie pulmonaire de face qui montre une lésion excavée du lobe supérieur gauche, compatible avec le diagnostic soit de tuberculose, soit de cancer excavé, ou nécrosé, c'est la même chose. Question 6. Quels examens complémentaires prévoyez-vous? Donc vous avez en tête soit une tuberculose, soit un cancer pulmonaire. Donc la première chose, ça va être de préciser l'aspect des lésions. Donc vous allez demander un scanner thoracique avec injection pour pouvoir visualiser les adénopathies médiastinales, parce qu'on voit mieux les vaisseaux, donc on voit mieux les adénopathies. Ensuite, vous allez demander, comme c'est une tuberculose, c'est bien sûr une patiente, une suspicion de tuberculose, c'est bien sûr quelqu'un que vous allez isoler. Et après isolement, vous allez faire 3 BK crachats. Quand ces 3 BK crachats sont négatifs, vous faites une fibroscopie, parce que si vous faites une fibro avant d'avoir des BK négatifs, vous risquez de faire cracher du BK sur le médecin qui va faire la fibro et donc de le contaminer lui et l'infirmière de fibroscopie, ce qu'ils apprécieraient pas. Donc vous faites 3 BK crachats, une fibroscopie avec une aspiration BK pendant la fibro, puis 3 BK crachats post-fibro, parce que c'est vrai que la fibroscopie c'est un examen qui fait tousser, où on met un petit peu de liquide dans le poumon. Parfois ça fait sortir le BK, les BK avant fibro sont négatifs et les BK après fibro deviennent positifs. Et donc voilà, donc on a dit le scanner thoracique, on a dit les 3 BK crachats pré-fibro, la fibro, post-fibro, bien sûr la coloration de Zille à la recherche de Barr. Vous pouvez faire une IDR. Et puis, dans l'idée du bilan préthérapeutique, une sérologie VIH, un bilan biologique complet avec un bilan hépatique notamment, des sérologies virales. Puis j'ai oublié de vous dire, effectivement, pendant la fibro, c'est évident que si vous voyez des choses anormales, des choses évocatrices de cancer, on fait des biopsies bronchiques. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ensuite, question numéro 7. Votre bilan confirme le diagnostic de tuberculose pulmonaire bacillifère. Et donc, quelle est votre prise en charge thérapeutique? Donc, vous gardez le patient hospitalisé en pneumologie, en isolement respiratoire. Vous mettez en place le traitement spécifique de la tuberculose, c'est-à-dire la quadrithérapie par rifampicine, isoniazide, éthambutol, pyrazinamide pour 2 mois, puis une bithérapie rifampicine, isoniazide pour 6 mois. Vous prenez en charge donc l'hémoptysie si jamais elle récidive, vous prenez en charge la douleur s'il y a des douleurs, vous prévenez les complications du décubitus, donc là il ne faut pas mettre la patiente sous HBPM parce qu'elle crache du sang, donc elle va juste avoir le droit à des bas de contention. Vous l'aidez au sevrage tabagique avec des patchs nicotiniques. Et puis, il y a toutes les mesures associées à la tuberculose, notamment la déclaration obligatoire, l'enquête autour d'un cas avec la déclaration au CLAT, qui est le comité de lutte antituberculeux, donc c'est eux qui vont faire l'enquête autour du cas, la demande de prise en charge à 100% en ALD 30, et bien sûr la surveillance de l'efficacité et de la tolérance du traitement. Donc vous allez surveiller l'hémoptysie, vous allez surveiller la fièvre, et puis vous allez surveiller le bilan hépatique, et le bilan ophtalmo, qui sont les 2 principales anomalies qu'on peut constater sous quadrithérapie. Combien faut-il de BK crachat négatifs pour lever l'isolement? Alors, classiquement, on lève l'isolement quand on a 3 BK crachats négatifs avant la fibro, une aspiration BK négative à la fibro et 3 BK crachats négatifs post-fibro.
Si tout est négatif au direct, vous pouvez lever l'isolement. Ça veut dire qu'elle n'est pas considérée comme bacillifère. Si vous avez maintenant un patient qui est bacillifère et peu bacillifère, on considère en général que au bout de 14 jours de traitement antituberculeux, on peut lever l'isolement. Voilà. Il y a des gens qui préconisent de refaire les BK crachats au bout de 14 jours de traitement et d'autoriser la levée de l'isolement que si ces BK se sont négativés, mais ça, c'est pas consensuel. Donc en gros, faut considérer que il faut 3 BK pré-fibro, une aspi BK et 3 BK post-fibro négatifs pour lever l'isolement. Et chez un patient qui est bacillifère, au bout de 14 jours de traitement, on peut lever l'isolement. Et une tuberculose à BK crachat négatif diagnostiquée par la fibro est-elle considérée comme bacillifère? Oui, tout à fait. Si vos premiers BK avant fibro sont négatifs, mais que l'aspiration retrouve du BK ou que les BK post-fibro sont positifs, il faut considérer le patient comme potentiellement contagieux. Ceux qu'on considère comme peu ou pas contagieux, c'est ceux qui n'ont pas de barre au direct et pour lesquels la culture se positive 4 à 8 semaines après. Mais voilà, si vous avez du BK retrouvé dans la fibro ou dans les crachats post-fibro, vous êtes considéré comme bacillifère, donc contagieux. Dernière question, question numéro 8. Une infirmière des urgences qui s'est occupée de votre patiente s'inquiète car elle s'est approchée d'elle sans masque. Quelle est la conduite à tenir? Donc la première chose, c'est de rassurer l'infirmière en disant que bon, la tuberculose c'est contagieux, mais qu'en général il faut avoir un contact étroit, rapproché et régulier avec un patient. Donc il y a peu de chances qu'elle l'ait attrapé. Quoi qu'il en soit, vous l'envoyez à la médecine du travail et à la médecine du travail, ils vont lui faire une radiographie pulmonaire, une IDR ou un quantiferon, et puis ils la reconvoqueront 1 à 2 mois après le comptage. Et si jamais il y a une élévation du quantiferon ou un virage de l'IDR, ils lui proposeront donc un traitement de la tuberculose latente, c'est-à-dire en général 2 mois de bithérapie, 3 mois de bithérapie. Et si jamais il y a une tuberculose maladie, à ce moment-là, c'est le traitement classique, quadrithérapie plus bithérapie.